petite intro juste pour vous dire que c'est la deuxième partie d'une vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vais vous mettre le lien juste en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour mieux comprendre la deuxième partie. Bonne fin d'entrevue. Pendant qu'on parle de ça, l'expression puis l'expression des cannabinoïdes, le taux de THC, ça a été popé dans le chat. C'est quoi, rapidement, la plante que tu as vue avec le plus haut taux de THC? Ou le plus haut taux de THC que tu as vu sur une plante? Moi déjà, tout ce qui est au-dessus de 30%, j'ai tendance à m'en méfier. Les tests et les labs, les machines sont précises, mais les opérateurs des machines peuvent des fois faire des erreurs humaines. Faut comprendre, comme dit, que quand on parle de 30%, c'est si tu prends une cocotte d'un gramme, là, 30% de ce que tu tiens dans ta main, c'est du THC. Donc, ça se voit vraiment à l'œil. Euh, donc, c'est moi du vrai 30%, je peux pas certifier que je l'ai vu parce que j'ai pas vu les résultats d'analyse. Je peux certifier que j'ai vu du 29% par contre. J'ai eu du 33% de chez 40 North Black Cherry Punch dernièrement. Il y a eu malheureusement après ça un recall parce qu'il y a un client, un Québécois d'ailleurs, je pense, qui a trouvé des molds dedans, de la moisissure. Mais tu le voyais pour de vrai. C'est la première fois que j'avais des cocottes que tu prends puis les trichomes restent dans le pot presque. Là, ils tombent de la cocotte quand tu la soulèves. Là. J'ai été assez surpris. Je pourrais pas te dire, moi non plus, je suppose que les machines ont une espèce de taux d'erreur, un pourcentage également que c'est pas tout le temps précis, là, mais ok, 29%. Et tu te rappelles du strain ou de la variété? Euh, non, Non? c'était souvent au début aussi, dans la légalisation, toutes les strains, les noms de strains avaient été changés pour comme 101, 146, etc. Donc, ils mettaient Ok. juste des numéros. Donc, non, j'ai pas le nom exact de la génétique, j'ai pas son lignage, je l'avais juste sous format de numéro. Ok. Euh, Ça me fait penser, parlant de nom de strain, est-ce qu'on va revoir un jour du Québec Gold? Ça se pourrait-tu qu'on voit ça à la SQDC? Moi, c'est une question que le monde me pose souvent. Là. Ben, le Québec Gold en tant que tel, moi, de ce que je sais de cette génétique-là, c'est que le croisement est relativement inconnu. Tout le monde a sa propre version. Moi, Ok. de ce qu'on m'a dit, c'était du Friesland croisé avec du 39. Ouais. Euh, donc, est-ce que quelqu'un va le faire pousser? Je sais pas. Je pense que c'est une génétique perdue. Est-ce qu'on pourrait refaire ce croisement? Possiblement, mais le Québec Gold, historiquement, encore de ce que je sais, connaissance personnelle que je peux pas nécessairement garantir, c'est qu'il a vraiment été aussi breedé, dédié pour le Québec, pour les grandes pousses de outdoor durant la saison au Québec. Donc, c'était vraiment acclimaté à nous, À mais c'est pas une nécessairement... ancienne époque aussi, dans un sens, c'est pas Ouais, ce qu'une compagnie légale va viser. mais c'est ça, mais c'est pas non plus le produit le plus intéressant. Là. Le Québec Gold, à l'époque, peut-être ça sonnait bien, mais si Mhm. on le compare de nos jours à d'autres belles génétiques qu'il y a la SQDC, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour une compagnie d'en faire plusieurs salles, tu sais? Pour les nostalgiques, peut-être, je suppose. OK. J'ai quelqu'un qui pose la question, mais en même temps, je pense pas qu'il y a de réponse à ça. Sais-tu sur quoi se basent certains marchés plus gris, appelons ça comme ça, pour faire des grades double A, 1A, triple A, quadruple A? Ben, leur propre vision, là, dans le sens Ouais. qu'on a vu assez de cannabis dans notre vie, on peut quand même grader les choses, là. Donc, généralement, ces gens-là ont extrêmement beaucoup d'expérience, à avoir beaucoup de sacs Ziploc de cannabis. Donc, Ouais. tu le sais quand il y a du 4A ou du 3A, c'est tout de suite à l'odeur, l'effet, l'aspect visuel, c'est pas mal comme ça. Après, c'est une interprétation personnelle. D'accord. C'est un peu comme ce que je fais maintenant aussi sur mes reviews. Je me sentais pas légitime il y a un an quand j'ai commencé ma chaîne, mais là, tranquillement, pas vite, je commence à pouvoir dire justement, ok, ça c'est de la merde, puis ça c'est du bon weed, bref. Voilà. Ok, on a plein de mythes à démystifier vraiment pour le grow, mais je commencerai par te laisser justement peut-être carte blanche. Quel mythe t'as envie de démystifier? Peut-être plus dans l'optique du petit cultivateur qui fait ça dans sa tente, là, 4x4 ou 4x8 ou quoi que ce soit, là, puis qu'il lit des forums, puis qu'il y a tout le temps des contraintes. Quelqu'un dit rouge, l'autre dit blanc, bref. Si t'as des mythes à démystifier que tu veux casser, là, les plus gros. Là. Ben, le plus gros mythe, c'est les bases de nutriments. La plupart des compagnies de nutriments vont t'offrir genre quoi, 15, 16 produits que tu es supposé rajouter et c'est les nutriments en bouteille que tu achètes là, c'est 98% de l'eau. C'est toutes des sels qui ont été mélangés à l'eau puis après ils te le vendent. Donc
t'achètes beaucoup d'eau majoritairement, puis la plupart sont quasiment inutiles. Donc, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est de faire des runs avec la même génétique. Puis si, disons, tu utilises 8 produits, ben, commence à enlever les espèces d'additifs bizarres que toutes les compagnies essayent de vendre, un à un, pour te rendre compte que finalement, tu n'en as probablement pas besoin de la plupart. La plante de cannabis, tant que tu lui donnes ben, une soupe qui est équilibrée sur l'échelle NPK, donc il y a tous les éléments qui sont présents dedans, y compris les minéraux et autres, elle va venir chercher elle-même ce qu'elle a de besoin. Donc, tant que tu supervisionnes ton substrat pour t'assurer que le niveau de ppm ou de EC qui est présent dans ce substrat est pas trop élevé, donc que tu fais des flushs assez régulièrement, euh, tu- il n'y aura pas de problème. La plupart des gammes de nutriments de base vont faire la job en quantité raisonnable. Donc, c'est vraiment tous ces additifs. Il n'y a pas besoin de 15 produits, il n'y a pas besoin de 8 produits. Il y a juste besoin de comprendre c'est quoi les éléments principaux, puis de s'assurer qu'ils sont dans notre eau et ça va faire la job. Donc, c'est ça aussi, supervisionner son substrat pour voir c'est quoi. Donc, disons, si on a une base de 1002 ppm ou 1000 ppm qu'on donne à nos plantes, certaines génétiques vont aller prendre, disons, plus de nitrate, ou plus de phosphore, ou plus de calmag, etc. Donc, ce qu'elles ne prennent pas va rester dans le substrat. Et c'est là que, justement, à un moment, on peut prendre des tests de runoff, donc de l'eau qui sort de ton substrat après l'arrosage. Et là, tu te rends compte que ton substrat est à 5000 ppm. Mais c'est parce que tu ne l'as pas flushé puis tu n'as pas enlevé ce que la plante ne prenait pas. Ce serait quoi pour toi un bon ppm, justement? C'est une question qui allait arriver aussi. Ça varie selon les génétiques. Il y a des génétiques qui vont l'aimer à 700, il y en a à 900, il y en a à 1002, il y en a à 1005. Moi, je préfère parler de ppm aussi que de EC parce que le EC, il y a 3 manières différentes de la mesurer. Donc, aux États-Unis, c'est un peu comme les kilomètres puis les miles. Fait que là, aux États-Unis, quand ils disent nous, on fait 3 de EC, c'est pas le même 3 de EC qu'en Europe, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus brûler leurs plantes en essayant d'écouter les Américains sans comprendre que le EC était une mesure différente. Donc, je reste vraiment dans les ppm. Ok, c'est intéressant. Il y avait beaucoup de gens de ma commune qui se posait la question, justement, si c'était juste une conversion, une espèce de mesure européenne, puis que c'était juste une conversion, mais il y a des différences entre le EC et le ppm. Oui, Ok. ouais, le EC, c'est la conductivité électrique, puis elle peut être mesurée différemment. Comme dit, il y a 3 standards, donc moi, j'ai toujours préféré rester au ppm. Ok, ok, ok. Encore une fois, je suppose qu'il y a des gens qui vont écouter ça sur YouTube et qui vont mettre des commentaires. Je les vois venir d'avance. C'est assez respectueux déjà dans ma communauté, là, mais rappelez-vous tout le monde qu'il y a mille et une façons de faire pousser du cannabis. Il y a des gens qui essaient des trucs, il y a des gens qui essaient d'autres trucs. On a la chance d'avoir un chef cultivateur. C'est la bonne traduction, chef cultivateur pour Master Grower, right? Oui, ben, comme dit, à prendre en compte aussi que Master Grower, c'est vraiment juste un titre. Je pense pas qu'il y a de vrais maîtres encore, puis Ok. à prendre en compte que c'est vraiment un travail d'équipe, mais oui, puis Mais t'as quand même beaucoup plus d'expérience que ben des ticounes qui vont débarquer des fois sur mes vidéos ou dans mon chat Twitch puis qui vont nous garocher leur savoir de fond de cave, même s'ils sont excellents avec leur cannabis puis ils font bien du bon stock, là. Mais bref, c'est tout ce que je voulais établir. Il y a quand même une belle ouverture à avoir, je pense, quand on fait pousser du cannabis. Si justement on veut être capable de des fois se remettre en question puis apprendre de l'expérience des autres. Voilà. absolument. Mais comme tu l'as dit, il y a plein de manières de faire pousser, un peu comme il y a plein de manières d'aller au gym puis s'entraîner. Il y a plein d'écoles de pensée. Ouais. Tant que tu as des bons résultats, moi, je suis personne pour te contredire. Tu sais, Ben, on a tous des manières de faire. C'est le résultat final. si ce que tu Tant mets que dans tes poumons à la fin, tu fais ton bonheur, puis que t'es buzzé, puis qu'il goûte bon, moi, qui suis-je pour dire que tu fais mal? Voilà, je me dis la même chose. Euh, le flushing, le fameux sujet du flushing, 2 semaines avant la récolte, mythe ou réalité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? oui, c'est vrai. Après, les quantités, 2 semaines après la récolte, ça, c'est pas nécessairement vrai. Ça dépend du substrat, encore une fois. Avant, ouais. Ouais, ça dépend aussi de ton régime de nutrition, ça dépend comment tu as fait des flushs. Est-ce que tu en as fait une fois par semaine tout le long? Est-ce que tu le fais juste à la fin? Dans la terre, ça prend plus de flushs, mais comme j'expliquais au début, c'est ça, c'est que la plante de cannabis absorbe énormément tout ce qui est présent dans le sol. Donc, si tu fais pas un flush, tu peux avoir beaucoup de résidus de nutriments encore dans les fleurs, puis c'est là que tu vas voir ton cannabis qui brûle noir puis qui goûte bizarre. Un bon cannabis flushé, ça brûle blanc, ça brûle gris très très léger, mais dès que tu le vois qui est noir, il reste quelque chose dans la fleur et ça devient
pas bon. Donc, c'est une pratique courante et oui, ça fait un bon résultat. Aussi, ça va venir aider la plante à comprendre que bah, c'est le temps de mourir, t'es proche t'es proche d'être récolté. Donc, elle va rentrer en mode un peu panique. Il faut comprendre la plante de cannabis. C'est une plante qui est juste extrêmement frustrée sexuellement. Donc, il y a des mâles et des femelles. Nous, on cultive uniquement des femelles et les fleurs, c'est leur organe reproducteur. Donc, elles attendent d'avoir du pollen pour commencer à créer des graines. Mais quand on cultive uniquement des femelles, elles font juste exploser parce qu'elles capotent de plus en plus qu'elles s'approchent de leur mort puis que personne ne les a fécondées. Donc, elles sont extrêmement stressées puis elles font juste faire de plus en plus de fleurs. Et c'est là qu'on veut aussi l'amener à comprendre que là, c'est la fin, tu es dans ta dernière 2 semaines, dernière semaine, peu importe le temps du flush. Tu vas bientôt être récolté. Et là, elle va vraiment aller chercher tout le restant d'énergie. Puis souvent, comme dit dans la dernière semaine, on voit une bonne prise de masse dans les fleurs. Qu'est-ce que tu penses qui divise un peu la communauté de growers sur cette idée-là? Parce que j'ai une impression, puis c'est peut-être moi qui ai tort, mais qu'il y a vraiment deux écoles de pensée tranchées. Celles qui disent que le flush c'est un mythe, puis celles qui vont dire exactement ce que tu viens de nous expliquer. Y a-tu des espèces de clivages qui se sont établis? C'est des génétiques? C'est juste des... je- est-ce- Bref. Mais c'est la manière de faire, comme dit. Tu sais, si ces gens-là étaient dans certains substrats qui n'ont pas nécessairement beaucoup de rétention du nutriment ou d'eau, c'est sûr que peut-être qu'ils n'ont pas vu la nécessité de faire un flush. Mais personnellement, des gens, si t'es en terre puis en coco, puis tu vois pas la différence entre un flush puis pas de flush, peut-être que ton régime de nutrition était tellement bas que tu n'avais pas besoin de faire un flush. Peut-être que tu as fait, comme dit, des flushs chaque semaine, donc tu n'avais pas besoin d'un flush à la fin de ta floraison. C'est à voir. Faut comprendre qu'est-ce que eux ils font exactement, comment ils cultivent pour voir pourquoi ils disent ça. C'est pas aussi simple que juste un oui ou un non. Peut-être qu'il y a tout simplement un manque de connaissance de toutes les manières de cultiver, puis comment la plante cannabis réagit à tous ces différents substrats puis manières de nourrir pour faire je dirais, une réponse éduquée. Puis, rappelle-moi, je pense qu'on a l'information disponible, ou si tu peux pas le dire, tu nous le dis pas, mais vous cultivez en quel substrat de votre côté chez Origine Nature? Malheureusement, je peux pas Tu peux pas répondre. le dire, ok, désolé. Sinon, on va enchaîner avec les autres questions directement. La période de noir, pré-floraison. Certains nous disent de plonger nos plantes 24 heures dans le noir, 36 heures dans le noir, 48 heures dans le noir, avant de changer le cycle pour le cycle de 12-12 de floraison. Mythe ou réalité? Euh, Un peu des deux, dans le sens qu'il faut comprendre la science derrière. Les plantes ont un cycle circadien, donc ils ont une reconnaissance du spectre lumineux de quand le soleil se lève et se couche. Donc quand le soleil se lève et se couche, il y a des spectres lumineux légèrement différents. Il va y avoir beaucoup plus d'infrarouge et autres. Et c'est comme ça que même nous, en tant qu'êtres humains, on se régule. C'est ça qui a un effet, l'effet de jour et de nuit. Donc, la plante, quand elle est habituée à un certain cycle circadien, donc ton cycle de stade végétatif, pour, disons, la trigger à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, oui, jusqu'à un certain point, une période de noirceur peut venir l'aider comment dire, kick in La faster dans le fait trigger, qu'elle est là. en Ouais. floraison. C'est ça. Ça va marcher dans les deux cas. Si tu as juste switché à 12-12, ça va fonctionner. C'est moins de stress sur ta plante. Si tu le fais en 24 heures ou 36 ou 48, ça va la stresser un peu plus. Ça va lui faire se rendre compte plus vite, dépendant de la génétique encore. Donc, faut vraiment voir. Moi, j'encouragerais justement les gens, encore une fois, à runner la même génétique plusieurs fois et Faire à des faire le tests. test. Si je fais juste le mettre à 12 heures, si je lui donne 24, si je lui donne 36, et ça, je peux vous garantir il y a des différences entre si on fait toutes ces Ouais. étapes-là sur certains cultivars, puis ça peut être utilisé à notre avantage ou Il désavantage. commence à y avoir aussi des créateurs de contenu, si je ramène ça plus dans mon champ à moi, parce qu'à chaque fois on parle de faire des tests comme ça, moi je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo de ça. Puis il commence à y avoir des vidéos hyper intéressantes sur YouTube. Je sais que Wabbit in the Hole, dans ma commune, on avait linké quelques-uns sur le Discord, mais justement des gens qui ont fait les périodes de noir avant, début, pendant, whatever, et qui ont fait des tests en laboratoire aussi après de THC, de pourcentage, puis bon bref, ça commence à sortir tranquillement ces tests-là. Merci à la légalisation pour ça. Fait que je reste encore dans la période de noir. Je suppose que ta réponse va se ressembler, mais la période de noir juste avant la récolte également. Un peu dans le même sens, de plonger ta plante dans un 48 heures de noir juste avant de la couper puis de la récolter. Dépendant de la génétique ou, encore une fois, c'est pour Ouais, la ben trigger. c'est pas mal la même chose, mais tu sais, quand tu parles justement des études qui vont sortir,
Moi, si je sais pas c'est qui a fait la cultivation, j'ai du mal à croire ces études-là, dans le sens que tu mesures du THC, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé durant ta période de floraison? Est-ce qu'elles ont manqué d'eau à un moment? Tu peux pas analyser le 24 heures si tu peux pas t'assurer que tous les paramètres tout au long ont été respectés. Quand tu fais le flip ou à la fin, il faut s'assurer que tout le reste a été parfait. Encore une fois, que tu connais la génétique, puis que tu Mhm. l'as rené d'une manière stable au moins une cinquantaine de fois. Tu sais, si tu n'as pas été capable d'avoir, disons, 5 ou 10 fois des résultats à l'intérieur de 5 à 10 de variation, donc si on parle 23 de THC, tu es entre 21 et 25 d'une manière consistante, puis que ta variation de grammes au pied carré est à peu près aussi 10 tu peux pas faire une vraie étude C'est un sur travail de moine. l'effet du noir. Ouais, Ouais, tout c'est peut un influer. C'est pour laboratoire. ça que tout est important. J'ai des gens qui me demandent, est-ce que tu pourrais nous détailler c'est quoi le VPD? Le VPD, c'est le Vapor Pressure Deficit. Donc, ça, c'est le concept que plus il fait chaud et plus il fait sec, plus tu as besoin de transpirer pour, en gros, conserver ta température interne stable. Et ça s'applique autant à nous qu'aux plantes. Donc, le VPD va être, dépendant de la mesure, nous, on le voit comme un numéro, donc disons de 0 à 15 ou 0 à 20, etc. Et c'est ce qui va faire que les plantes ont besoin de plus travailler. Donc, s'il fait très chaud et très sec, la plante a besoin de transpirer énormément, elle a besoin d'absorber énormément de jus, de nourriture, etc. Mais là, ce que ça peut faire, c'est chaque plante a une réaction différente au VPD. Si tu forces trop ton VPD, ça peut énormément endommager ta plante. D'où c'est là que je reviens que les nutriments, tant que tu as une soupe de base, que tout ce qu'il faut, c'est correct. C'est qu'il y a plein de déficiences en nutriments que les gens appellent, qui sont en vérité des problèmes de VPD, qu'on demande trop de la plante. Si, si c'est trop chaud, trop sec, la plante va transpirer beaucoup plus d'eau, puis elle va pas prendre le temps d'absorber les nutriments puis la nourriture, ce qui va faire que ton médium va monter à un ppm extrêmement élevé qui va ensuite venir brûler la plante. Donc, il faut vraiment trouver ce taux d'évaporation de la plante euh, parfait pour t'assurer qu'elle boit au même rythme qu'elle transpire. Donc, si disons tu lui donnes 1000 ppm, c'est 1000 ppm qui sort de ton run-off test après quand disons tu la nourris la prochaine fois. Il n'y a pas une fluctuation. Et c'est extrêmement important aussi de comprendre ce VPD face à la préservation des cannabinoïdes et des terpènes. Donc, si tu forces trop la plante, il fait trop chaud, trop sec, encore une fois, tu vas endommager ta production de cannabinoïdes, tu vas endommager ta production de terpènes. Les terpènes commencent à se dégrader à 20-21 Celsius dépendant. Donc, il y a aussi, faut faire la juste mesure entre les deux, mais c'est ça qui va vraiment dicter à quel point ta plante travaille fort. Ok. C'est le problème que j'ai eu dernièrement dans mon grow à moi. J'avais un problème, puis mes viewers m'ont dit de checker ça le VPD, puis c'est en changeant que j'ai réglé mes trucs. Good, good, good. Question un peu plus loufoque, parce qu'il faut des fois faire des questions plus loufoques. Est-ce que les plantes de cannabis aiment la musique? Je pense pas qu'elles aiment la musique, je pense qu'elles aiment les vibrations des basses qui émettent la musique. Ok. Mais encore tout ça, j'ai malheureusement pas la vraie réponse sur celle-là. Parfait, je vais leur mettre du Barry White. Excellent. Défoliation pendant la floraison. Combien de fois et quand? S'il y a des secrets que tu veux garder pour toi, t'as le droit aussi. Oh non, non, il n'y a pas. Ben, tu sais, là-dessus, il y a beaucoup de connaissances qui sont générales puis qu'on peut aller voir sur Google. La Mhm. défibrillation, c'est une pratique extrêmement commune. Ça va énormément dépendre de la génétique, encore une fois. C'est sûr que normalement, les plantes qui tirent plus vers l'indica, les gros couches vont avoir besoin de beaucoup plus de travail, mais c'est que ça revient à ta gestion du déplacement d'air puis de l'humidité. Si tu as trop de feuilles, ça va moisir, il n'y a pas de respiration, tu vas avoir énormément de problèmes de bactériens. Mais si tu en enlèves trop, ben là, ta plante va plus faire ta photosynthèse, puis tu vas avoir une baisse dans tes cannabinoïdes. Donc, il y a des techniques comme le schwazing là, qu'on a vu de MedMen où eux, ils font juste stripper la plante complètement. Moi, c'est pas ma philosophie dans le sens que oui, faut faire une ouverture pour la lumière, respirer, etc. Mais je ne crois pas à enlever toutes les feuilles parce que c'est les panneaux solaires de la plante. C'est une des manières qu'elle prend son énergie. Donc, il faut lui en laisser. Même chose, quand tu le fais dans la floraison, tu veux le faire dans les cycles, dans les premières semaines de floraison. Si tu le fais trop tard, mais là, ça vient stresser la plante. Elle peut croire qu'elle est attaquée, disons. Parce que la plante, ben, elle ne comprend pas ce qu'elle pense. Tu sais, ce qui se passe, c'est une plante. Tout ce qu'elle sait, c'est que soudainement, il y a plein de feuilles qui sont disparues. Donc, elle, ça peut être une attaque, comme dit, d'insectes ou autre, elle ne sait pas trop, mais elle peut diverger son énergie dans essayer de refaire des feuilles ou, comme dit, se protéger à la place de continuer à faire des fleurs. Ok.
Intéressant. Fait que c'est une espèce de balance, une espèce de juste milieu à trouver dépendant de la génétique, encore une fois. Exactement. Il y a beaucoup de cette réponse-là que je vois aussi dans plein de vidéos que je regarde ou des tutoriels ou quoi que ce soit. Depends on the genetics, ça dépend de la génétique. C'est vraiment la base d'aller chercher une bonne génétique forte puis de savoir avec quoi on travaille à la limite quand on commence, je suppose. Ouais, mais c'est ça, c'est comprendre, c'est malheureusement, si quelqu'un veut vraiment avancer son knowledge dans le cannabis, il faut se trouver une génétique, il faut la runner plusieurs fois. Si tu fais juste sortir des 10 graines différentes dans ta tente 4x4, puis à chaque fois tu changes de génétique, t'apprends pas à t'apprends pas à tuner une génétique, t'apprends pas à la rendre parfaite. Tout ce que tu apprends, c'est des trucs moyens qui vont faire à peu près correct avec tout. Mais c'est pas une manière de développer une génétique. Si tu veux vraiment atteindre les résultats mythiques que certaines personnes parlent, puis les hauts pourcents de THC, il faut que tu te contentes sur ta génétique. Tu peux pas avoir plusieurs génétiques dans une tente, tu peux pas avoir plusieurs génétiques dans une salle parce que, sauf s'ils sont extrêmement similaires, ce qui est relativement rare, tu peux pas les pousser à bout parce que c'est vraiment même pas génétique spécifique, c'est phénotype spécifique. Puis pour ce type de, mettons, on revient à un grower qui fait ça chez lui un peu en mode permis médical, il fait ça pour lui-même, il a sa strain. Moi, j'aime bien, par exemple, le Jean-Guy, je voudrais me faire du Jean-Guy. Est-ce que je serais mieux de continuer tout le temps avec des clones? Est-ce que tu conseilles d'avoir une mère, partir avec des graines? C'est quoi les espèces de recommandations que tu donnerais à ce niveau-là? Ben, une fois que tu as ta mère, ben, tu continues à faire des clones dans le sens que si tu repars d'une graine, ben, c'est pas le même phénotype. Il faut que tu recommences tout ton travail. Donc, des génétiques, oui, ça peut se garder 10, 15, 20 ans si c'est bien entretenu. La dégénérescence génétique, c'est vraiment basé sur un mauvais traitement de la mère et des mauvais événements de clone. Si ta mère, le cannabis, ça s'adapte extrêmement rapidement. Donc, toute chose que tu fais qui va l'affecter, donc elle a manqué d'eau, il fait trop chaud, trop froid, pas assez d'humide, peu importe, la plante s'adapte. Puis ça vient se transmettre dans les clones que tu fais. Donc, il faut continuer à bien la traiter, l'entretenir, s'assurer qu'elle ne devienne pas trop grosse, qu'elle n'est pas root bound, etc. Et tu peux, des clones que tu fais sur ta mère, tu peux prendre un clone et le transformer en mère et continuer comme ça durant des années, des années, des années. Mais c'est ça, dès que tu ressors une nouvelle graine, c'est un nouveau phénotype. C'est sûr que tu vas avoir une bonne base parce que tu connais quand même la génétique, mais niveau tous les petits trucs pour la maximiser, c'est du travail à refaire. Je m'enligne pour faire un Jean-Marc Parent de moi-même puis défoncer l'heure que je m'étais donné avec toi. Tu le dis si tu dois y aller, j'ai encore quelques petits mythes comme ça. On J'ai reste 5-10 minutes puis je vais devoir y parfait. aller, Pas de malheureusement. souci, y a vraiment pas de souci. Aurais-tu une opinion sur les autoflowers dans un contexte résidentiel? Je suis pas trop sûr de comprendre ce que mon viewer voulait dire par contexte résidentiel, là, mais probablement pas du Ben, outdoor. ben, résidentiel, je pense que ce qu'il veut dire, et il me corrigera si j'ai tort, c'est que justement, tu n'as pas besoin de plantes mères, tu n'as pas besoin de tout le Bataclan qui va avec conserver ta génétique, puis let's go, let's go. Tu fais juste planter une graine, puis tu mets le cycle de lumière que tu veux presque, puis ça va donner quelque chose. Donc, c'est extrêmement simple et ça limite, comme dit, toutes les autres grow tents, puis toute l'utilisation Ok. électrique, etc., que tu aurais besoin pour continuer à faire ta plante féminisée ou juste femelle. Moi, j'aime pas les autos, personnellement. Il y en a des excellentes, par contre, que j'ai vu des très bons résultats. Mais moi, j'aime pas ça parce que j'adore, comme dit le cannabis, j'adore faire le pheno hunt, j'adore, tu sais, travailler des génétiques. Mais je trouve que le auto-flowering peut être excellent pour des nouveaux cultivateurs, comprendre les bases de la cultivation. Le auto-flowering a la même recherche jusqu'à un certain point. C'est sûr que c'est moins précis, mais une génétique de auto-flowering peut avoir certains paramètres particuliers où tu vas être capable de pousser ton auto-flowering justement à... J'ai vu des plantes qui sortaient facilement des 1 livre par plante en auto-flowering, là. Ouais, c'est ça quand même les donkey dick qu'on appelle que ça arrive à faire des fois, j'ai l'impression. Ouais. Rapidement encore, parce que je vais pas te garder trop longtemps, des recommandations pour des lumières plus LED, HPS, peut-être toujours dans un contexte plus, pas pour origine nature, là, mais plus pour un grower chez lui. Là. Ouais, ben, LED, personnellement, bon, après, peut-être que je suis trop fancy, mais moi, un LED en dessous de 1000$, c'est qui est vraiment pas très, très bon. Tu sais, si ils disent... Faut comprendre que les LED sont constitués de diodes. Les diodes ont un certain rating au niveau du wattage, donc ça peut être 5 watts. Fait que là, quand les compagnies chinoises ils disent « Ah, cette lampe-là, c'est 2000 watts »,
mais ça prend genre 200 watts au mur. C'est parce que c'est ça. Déjà, c'est un mauvais signe du compagnie. C'est parce qu'ils utilisent des diodes puis ils les power seulement à 1 watt. Mais vu que la puissance maximum, c'est 5 watts, ils vont dire que c'est, tu sais, 2000 ou 3000 watts ou peu importe, mais Ils c'est se pas rendent la pas à puissance ça. réelle. Donc, dès qu'ils ont besoin de faire ça, c'est un mauvais signe. Achète pas ça, tu sais. Après, bon, après, il y a des compagnies comme Mars Hydro chinoises qui ont quand même été un très bon rapport qualité-prix. Je dirais que Mars Hydro, pour le cultivateur à la maison, c'est une très bonne marque. Après, si on veut parler de vraies lampes LED, ça serait plus des compagnies comme Heliospectra, Agnetix, Fauché, Futur Vert. Donc, ça, c'est des Fluence. Donc, c'est des lampes qui vont venir quand même chercher plus loin. Par contre, niveau longévité, c'est un peu un mythe, dans le sens, encore une fois, qu'il y a une plus grosse dégradation que qu'est-ce qui laisse entrevoir des diodes. La technologie avance tellement rapidement que c'est un peu comme un ordinateur. Tu achètes un ordinateur aujourd'hui, c'est le meilleur aujourd'hui, demain, il y en a un meilleur. Donc, ça ne s'est pas encore stabilisé, malheureusement. C'est extrêmement intéressant au niveau l'économie pour le refroidissement en été, mais les résultats au gramme par pied carré ne sont toujours pas au niveau des HPS double-ended. Mais les HPS double-ended à la maison, c'est sûr que c'est très dur. Tu peux pas runner ça dans une tente de 4x4 ou 5x5, là. T'as Mhm. besoin de trop d'espace, puis c'est trop de chaleur. Donc, il y a des bonnes LED, mais il faut faire attention à ce qu'on achète. D'accord. Merci, merci. J'ai une autre question dans le champ gauche si je m'en vais ailleurs, là, mais plus par rapport à votre compagnie. Est-ce que vous faites affaire avec des agronomes et si oui, est-ce que vous acceptez des stages reliés à registraire des études universitaires? Je suppose que c'est plus un viewer qui se demande s'il y a des possibilités de stage chez Origine Nature, en agronomie ou des choses comme ça. C'est peut-être pas la personne idéale pour le demander, peut-être que Dave l'aurait mieux. Je sais pas. À ce point-ci, malheureusement, je dirais que non. Origine Nature, c'est vraiment basé sur le concept d'une famille. Ok. Donc, les gens qui rentrent, on aime qu'ils restent. Puis le but, c'est de tous évoluer ensemble pour un avenir, tu sais, brillant. Donc, notre vision, c'est pas justement d'entraîner des gens puis de les laisser aller, je dirais. C'est on veut les garder. Ok. Euh, c- donc, non. Après, agronome, on n'en a pas dans l'équipe. On a beaucoup de legacy growers dans l'équipe. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances dans le cannabis, mais ça s'arrête. D'accord, d'accord. Euh, Ça serait quoi, toi, ton médium préféré? Et, sous question, qu'est-ce que tu recommanderais pour un grower à la maison? Mon médium préféré, j'ai quand même un faible penchant pour la terre. C'est sûr que c'est pas le plus simple, c'est pas le plus productif, mais souvent les terpènes sont plus intéressants. Les terpènes, c'est vraiment relié à la vie microbienne qu'il y a dans ton substrat, et dans la terre, c'est énormément plus simple de créer de la vie microbienne, donc d'aller chercher ces plus gros terpènes. C'est aussi plus simple d'arrosage, tu le fais une fois ou 2 jours, etc. C'est sûr qu'il y a des résultats un peu plus intéressants qu'on va chercher en hydroponique, culture, en eau profonde. J'en ai fait beaucoup de ça aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de fun, spécialement voir l'explosion de la croissance dès que tu passes dans un substrat plus hydroponique. Mais c'est ça. Terre coco serait plus dans mes favoris. Ok, ok. Ben merci. Écoute, je sais pas si tu avais un message de fin que tu aimerais dire à une commu de consommateurs, de growers amateurs ou de juste vos clients aussi en général. Je voulais te laisser au moins le mot de la fin, puis te laisser aller après ça. Tu as été très généreux avec nous, fait que voilà. Ben, premièrement, merci beaucoup de m'avoir écouté puis de vous être branché. Si vous êtes des passionnés, je vous encourage fortement à aller faire des études, à appliquer dans les compagnies de cannabis. C'est vraiment une belle industrie. Il y a vraiment beaucoup de beau monde. Il y a plein d'avancements à faire. Il y a plein d'opportunités de carrière. C'est vraiment incroyable. Il y a plusieurs événements ultra intéressants. Il y a d'ailleurs The Grower Source qui s'en vient, qui est un peu l'équivalent du Toronto Lift, mais en ligne à cause du COVID. Je suis d'ailleurs panéliste dans cet événement-là aussi. Euh, Comme dit, lâchez pas, continuez. Notre passion, c'est comme dit faire du cannabis qui est apprécié. On est là, on est fait par des Québécois pour des Québécois, puis c'est vraiment ça qu'on veut. On est vraiment heureux comme dit, qu'il y ait des bons feedbacks sur nous, et c'est ça. Merci beaucoup de votre temps, puis voilà. Merci du tien. Je te donne rendez-vous si tout va bien après la pandémie cet été dans vos installations. Allez vous visiter. J'ai la permission de Dave.
Il m'a dit que j'étais le Parfait. bienvenu. Fait qu'on se revoit bientôt pour une autre entrevue dès la fin de cette pandémie-là, je l'espère. Merci encore infiniment de ton temps, Alex. Puis continue le bon travail. Merci encore pour le cerise sur le Fun Day aussi, je tiens à le dire. C'est mon cannabis préféré présentement à la SQDC. Voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre, puis j'espère te voir bientôt dans nos installations. Parfait. Bonne fin de journée. Bye bye. De même, au revoir. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous ceux qui ont regardé ça d'un bout à l'autre. N'hésitez pas à laisser un pouce si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus comme ça. J'essaie d'avoir d'autres Master Growers en entrevue dès que possible. On se revoit bientôt. Peace out.